Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Yoliba TV News. Bienvenue dans votre émission, le rendez-vous des idées. Le rendez-vous des idées, c'est votre émission de décryptage de l'actualité nationale, mais aussi internationale, tous les dimanches en direct à partir de 21h avec des invités de haut vol pour commenter l'actualité nationale, mais aussi internationale. Oui, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par cette possible intervention militaire de la CEDEAO au Niger, les putschistes, la junte militaire au pouvoir qui refuse toujours de céder malgré les multiples négociations, malgré la pression de la CEDEAO, donc la CEDEAO, l'ultimatum de la CEDEAO qui est sur le point d'expirer. Qu'est-ce qui va justement se passer? Est-ce qu'il y aura une intervention militaire parce que la junte refuse de céder aux injections, aux pressions de la CEDEAO, de la communauté internationale? Et puis, deuxième thème de l'émission, nous allons parler de l'arrestation et puis de l'opposant Ousmane Sonko, président du PASTEF, qui est détenu, qui est sous mandat de dépôt depuis une semaine bientôt. Donc, quel avenir politique pour Ousmane Sonko? Et puis, qu'est-ce qui va se passer dans les jours ou mois à venir? Y aura-t-il élection présidentielle sans la candidature la candidature d'Ousmane Sonko? Ce sont des questions que nous allons aborder ici dans cette émission avec nos invités qui sont déjà là, ils sont prêts dimanche, ils sont toujours en pleine forme. Et c'est avec les sourires qu'ils répondent à notre invitation. Badou Escobar, bonsoir. Bonsoir. Badou Escobar, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Effectivement. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Etienne Fakaba Soko, bonsoir. Etienne Fakaba Soko. Bonsoir. Oui, Etienne qui est toujours là avec le même sourire, le même enthousiasme. Et puis... notre troisième invité, Cheikh Oumar Doumbia, qui est là. Merci. Cheikh Oumar, j'ai oublié de dire qu'Etienne est aussi enseignant au niveau, professeur d'enseignement supérieur. J'ai oublié de dire le titre. Bon, désormais, c'est juste une répétition. Tout le monde sait ça. Cheikh Oumar Doumbia, merci. Mohamed Chérif Haïdara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour équilibrer ce plateau au nom de la société civile, CSDM, Conseil supérieur de la diaspora malienne. Merci d'être là. Merci, Ataya. Je suis chargé de l'immigration et de migration au sein de la société civile malienne et un Malien résident aussi au Niger. Ok, d'accord. Donc, nous avons de la matière parce que nous parlerons du Niger. Donc, on va commencer avec Etienne Fakaba Soko. Etienne Fakaba Soko, la dernière fois ici, on parlait de l'ultimatum de la CEDEAO en ce qui concerne le Niger, le push du Niger. Quelles sont aujourd'hui pour vous les dernières informations dont vous disposez en ce qui concerne l'actualité au Niger, surtout sur cette éventuelle intervention militaire de la CEDEAO? C'est que les chefs d'état-major de la CEDEAO étaient à réunion à Abuja mercredi, jeudi et vendredi, et bon, ils disent clairement que c'est fini, que tous les moyens sont là, et les contours de l'intervention, tout est déjà décidé. Mais bon, juste là, les militaires au pouvoir sont encore au pouvoir au Niger. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? D'après vous, les faits sont sacrés. Les faits, c'est quoi aujourd'hui? C'est que nous avons effectivement une junte qui, semble-t-il, ne veut pas lâcher du lest et une communauté internationale plus que jamais déterminée avec le leadership confié au Nigeria à rétablir Bazoum dans ses fonctions de chef de l'État. Nous savons qu'il y a un ultimatum qui expire dans quelques heures et un ultimatum au-delà duquel une intervention militaire pourrait effectivement avoir lieu. Mais si on essaye d'analyser les contours de cette intervention, on se rend compte que effectivement la CEDEAO est face à son destin, est face à sa crédibilité, est face à sa survie. Et c'est la survie de la CEDEAO, de la démocratie en Afrique de l'Ouest, précisément au Sahel, qui est en train de se jouer. Et donc, au niveau interne, la CEDEAO, plutôt le Nigeria, semble être aujourd'hui divisé parce qu'il y a une partie du Sénat, notamment les États du Nord,
qui ne souhaitent pas cette intervention et qui veulent privilégier la voie du dialogue. Et de l'autre côté, vous avez un président qui est déterminé à tenir ses engagements face à ses pairs, face au monde entier. Et une autre partie de la communauté internationale, la France et les États-Unis, qui aussi soutiennent la CEDEAO, l'Union africaine qui soutient la CEDEAO, et quelques pays également qui sont dans la même dynamique que la CEDEAO. Donc, il faut craindre aujourd'hui un débordement qui pourrait avoir des conséquences énormes sur le plan à la fois sécuritaire, sur le plan économique et même sur le plan humanitaire avec l'aggravation de la situation économique d'un pays déjà confronté à de graves difficultés. Donc aujourd'hui, j'ai peur pour le peuple nigérien, j'ai peur pour le Sahel, j'ai peur pour finalement la CEDEAO, puisque tout cela pourrait avoir des impacts incommensurables sur le Sahel de façon générale. Badou Escobar, sur cette possible, hein, c'est l'ultimatum qui expire, hein, et puis la junte militaire qui reste droite dans ses bottes. Qu'est-ce que cela vous inspire, Badou Escobar? Effectivement, la junte militaire reste inflexible. Et aujourd'hui, elle a organisé une grande manifestation au stade au stade Séni Kounché ou bien à Manidjori ou bien Séni Kounché? Au stade Séni Kounché, merci. Au stade Séni Kounché, l'ancien président du Niger. Donc au stade Séni Kounché, on dit qu'il y avait plus de 30 000 personnes qui sont venues pour soutenir le CNSP, effectivement, pour exprimer que le CNSP a la légitimité désormais de diriger le Niger. Mais moi, je pense que pour la CEDEAO, il faut mettre fin à cette spirale de coups d'État. Parce qu'on a remarqué que les coups d'État sont devenus le pain quotidien de l'espace CEDEAO. Il y a eu 6 coups d'État. 6 coups d'État entre 2020 et 2023. Donc, pour la CEDEAO, c'est le coup d'État de trop. Donc, il faut effectivement trouver une alternative pour qu'il n'y ait plus de coups d'État. Parce que quand vous suivez le contexte dans lequel il y a eu le coup d'État, c'est quand même dommage parce que Mohamed Bazoum n'était pas contesté. Ce n'est pas comme le cas du Mali où il y avait le M5 RFP qui faisait sortir les manifestants pour exiger le départ d'Ibeka. Avec Mohamed Bazoum, il y avait quand même une certaine stabilité parce qu'il est parvenu à signer un certain nombre d'accords avec une partie de la classe politique. Et sur le plan sécuritaire, ce n'était plus les attaques d'envergure. On a vu sous Mamadou Issoufou, il y a eu les attaques d'Inates, de Chinagodar, des attaques qui ont fait des centaines de morts parmi les soldats nigériens. Donc, ce n'est pas le cas actuellement. Tout simplement parce que Mamadou Bazoum, en tant que président du Niger, en tant que commandant en chef des forces armées, a décidé de remplacer le chef de la garde présidentielle, Abderrahmane Tchani. Et c'est ce qui a tout gâté parce que Tchani a dirigé la garde présidentielle sous Mamadou Issoufou pendant 10 ans et Mamadou Issoufou a gardé le premier ministre Brigi Rafini pendant 10 ans à peu près. Donc pour Tchani, ça ne devrait pas arriver. Or, vous savez que quand on est dans un État, il y a des règles à respecter. Le Niger est un État démocratique. Il y a une constitution. Il y a le président de la République qui est élu au suffrage universel. Okay. Donc, pour la CEDEAO, un général ne peut pas se lever du jour au lendemain et venir le déposer. Donc, pour certains pays de la CEDEAO, il faut agir. Et j'ai même appris par voie de presse que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont disposés à envoyer des troupes. Mais Etienne l'a rappelé, une partie des autorités nigériennes ne sont pas d'utiliser la force. Il faut toujours employer le dialogue comme seul moyen. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a un sultan du Nigeria, accompagné de l'ancien président Abdoul Salami Aboubakar. Ils ont fait le déplacement de Niamey. Mamadou Issoufou s'est impliqué. Il y a Salou Djibo, le tombeur de Mamadou Tandia également, qui est en train de s'impliquer pour pouvoir trouver une solution à cette crise. Et d'ailleurs, l'Algérie a fait savoir qu'il faut être prudent parce qu'une intervention militaire au Niger risque d'aggraver la crise sécuritaire parce que le précédent libyen est déjà là. Ok. Badou Escobar, on va revenir sur ces aspects-là. Mohamed Chérif Aïdara, le Niger, ça fait 7 frontières, hein, comme le Mali est frontière avec 7 pays. Et le Nigeria et le Bénin, hein, sont les deux qui sont favorables à une intervention militaire sur les 7. Hein. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? Ça veut dire tout simplement qu'est-ce que les autres pays sont dans une logique, hein, de dialogue avec les militaires au pouvoir. Bonsoir à mes co-débatteurs et l'ensemble des spectateurs de Joliba TV au Niger et ailleurs, particulièrement la diaspora qui accorde un très grand intérêt dans ce que nous disons ici. La différence de ce débat que nous faisons le dimanche, c'est qu'on fait un décryptage
précis et parfois très tranchant qui permet aux auditeurs de comprendre au-delà de ce qu'ils entendent ici et là, ils font la différence. Et la CEDEAO est dans son rôle. La CEDEAO est menacée dans son existence. Les présidents de la CEDEAO, j'en ai rencontré un avant-hier et qui me disait que je suis obligé de rencontrer tout mon état-major chaque 2 jours. Et quand c'est celui qui est chargé de vous sécuriser peut fermer la clé à la porte pour dire bon, tu es détenu, ça devient compliqué. Mais il faut comprendre le problème à sa source. Je parle de la CEDEAO. C'est des chefs d'État qui ont été élus démocratiquement, bien ou mal élus, mais une fois qu'ils sont élus, ils oublient ce qu'ils ont élu. Ils oublient que chaque citoyen qui les a élus et celui qui ne les a pas élus aussi a toutes les responsabilités. Donc il y a eu le cas du Mali, c'est le nombre de morts de militaires qui a fait qu'il y ait un coup d'État contre ATT. C'est ce que nous avons reproché à Ibeka, que je regrette son départ. Et c'est le cas qui s'est passé au Burkina. Et c'est l'une des raisons aussi évoquées au Niger, bien que le cas de Bazoum était un peu particulier, parce que Bazoum s'est rappelé le dernier sommet de Pau que les chefs d'État ont eu avec Macron. Ils ont dit clairement là-bas que nous ne pouvons pas combattre par juste la force vaincre les terroristes. Il faut qu'on intègre un deuxième élément qui est un élément de négociation. Il faut qu'on négocie. Et c'est pour cette raison, à retour de Ibeka au Mali, Allah yarham, il a nommé quelqu'un qui est représentant des centres. Et suite au dialogue national inclusif, nous avons décidé de négocier avec tous les fils et les filles de Mali, négocier avec Yael et Koufa. C'est dans ces cadres-là que Bazoum également a engagé des négociations et ça a apporté ses fruits. Maintenant, pour revenir à l'ultimatum de la CEDEAO, moi je dirais à la CEDEAO d'avoir la sagesse d'accepter les choses qui ne peuvent pas changer. Et ça veut dire quoi? Il y a eu un coup d'État. Nous sommes tous des républicains ici autour de cette table. Nous sommes contre un coup d'État. Mais il y en a eu des coups d'État ici au Mali. Le coup d'État de Ibeka, c'est un coup d'État où on n'a pas tiré un seul coup de feu. Il y en a eu aussi un deuxième. D'ailleurs, on devrait nous décerner un prix de faire le coup d'État sans tirer un coup de feu. Est-ce que vous êtes en train de faire l'apologie des coups d'État? Est-ce qu'il y a un bon coup d'État? Oui, il y en a, je peux dire, il y en a. Décerner un prix parce qu'il n'y a pas eu un seul coup de feu. Oui, parce qu'il y en a eu des coups d'État où il y a quand même beaucoup de morts, donc je vais taire le nom du pays. Non, mais au Niger aussi, il n'y a pas eu un seul coup de feu. Donc, c'est pour vous dire que... Est-ce qu'on doit décerner aussi un prix pour les putschistes nigériens? Le modus operandi a changé. Donc, le Nigeria, aujourd'hui, les chefs d'État sont menacés dans leur existence en disant que si nous laissons ce coup d'État passer, on est à découvert. Personne n'est à l'abri. Donc il faut absolument qu'on réinstalle celui qui a été démocratiquement élu à 55%. Qu'il soit contesté ou pas, ce n'est pas là le problème. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas réinstaller aujourd'hui Bazoum par la force. Et le Sénat nigérien a pris une décision hier, ou c'était aujourd'hui, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais rappelez-vous que le même Sénat nigérien aussi a opposé son veto quand il s'agissait de la Gambie. Mais Buhari a passé outre. Donc la décision du Sénat nigérien n'aura aucun impact sur ce qu'ils veulent faire. Et l'inquiétude aujourd'hui que nous avons, ce sont ces Maliens. Nous avons plus de, je parle maintenant en tant que société civile et aussi président de la diaspora, il y a plus de 2 millions de Maliens au Niger. Donc, c'est des membres de la CEDEAO. Ils sont ce jeu. Vous savez, la région de Gao n'a rien à voir avec Bamako. Tout ce qu'ils obtiennent, ils obtiennent sans Niamey. Donc, nous ne voulons pas une intervention militaire et qui, certainement, il y aurait une division de sang. L'inquiétude que nous avons aujourd'hui, que la CEDEAO insiste sur l'intervention qui est soutenue par la France et les États-Unis. Je m'explique. Rapidement, en 2 minutes, en 2 secondes, en 1 minute. Non, c'est très important parce que l'intervention, les gens pensent que la CEDEAO va amener des troupes au sol. Et les Sénégalais vont rentrer par où? Les autres là vont rentrer par où? Donc, ce n'est pas ça ce qui va se passer.
Ce qui nous inquiète, nous, il y a eu une agence de communication qui s'appelle IMAG, qui est créée en 1988, qui a fait un article posté sur Washington Post pour demander la réinstallation de Bazoum. Cet article-là est destiné à la consommation de sénateurs et de congressmen et la population américaine a soutenu cette intervention. Biden est sorti 24 heures après pour dire qu'il faut que Bazoum soit réinstallé. Nous avons vu aussi ce que la même cellule de communication a fait en disant, France 24, que Bazoum demande à ce que cette question trouve une solution à l'amiable de pas de fusion de sang. Mais quand Bazoum le disait, il n'avait même pas le téléphone. Donc, ça veut dire, notre décryptage ici, ce que nous allons faire, c'est que l'invasion, s'il y a une intervention, elle ne viendra pas de CEDEAO, mais elle viendra à l'intérieur du Niger. Et on va rentrer dans les détails. Ça, c'est votre position, vous. Ça, c'est ma compréhension. Cheikh Oumar Doumbia, toujours sur cette intervention, on est sur le délai. L'ultimatum, Etienne Fakaba Soko, ça expire à partir de 0 ou bien on est déjà dans l'expiration du délai? Oui, mais bon, est-ce que Cheikh Oumar, concrètement, est-ce que vous pensez que... La montre d'Etienne ne fonctionne plus, elle s'est arrêtée, mais je peux vous dire qu'il y aura une déclaration de l'Union africaine qui va dire de donner un peu de temps au dialogue. Oui, est-ce qu'on peut dire que techniquement, que cette intervention militaire aujourd'hui, est-ce que les chefs d'État de la CEDEAO ne vont pas encore donner une chance à la paix, aux négociations, continuer toujours à dialoguer avec les putschistes du Niger? Moi, je pense qu'il y a toujours une chance pour que le dialogue puisse se faire. Mais bon, il semble que les putschistes du Niger eux-mêmes ne soient pas prêts à dialoguer, parce que quand on leur envoie une délégation et qu'ils refusent de rencontrer la délégation, ceux au Niger qui sont aujourd'hui ouverts au dialogue, c'est les anciens politiques, les anciens présidents, les anciens diplomates qui sont en train de dialoguer avec la CEDEAO, mais qui ne sont pas les principaux concernés et qui n'ont pas toutes les cartes en main. Donc, les putschistes ne sont pas ouverts au dialogue, contrairement à la CEDEAO. Et on veut faire croire le contraire, que c'est la CEDEAO qui brandit les armes, mais quand on prend un président par les armes, on est les premiers à les avoir sortis. Et je pense qu'il y a une question aussi auquel il faut rapidement répondre pour éviter... Comme Badro l'a dit, il a dit qu'aujourd'hui, il y a 30 000 Nigériens qui sont sortis pour soutenir le CNSP et que ça leur donne une légitimité. Ça ne leur donne aucune légitimité. Bazoum a été élu avec 2,7 millions de voix. 30 000, c'est rien du tout comparé à ceux qui ont voté pour Bazoum. Donc, ils n'ont aucune légitimité vis-à-vis de Bazoum. Et je pense qu'il est temps qu'on mette les chiffres sur ces choses-là, parce que les chiffres vont nous apporter la preuve. Les gens vont très vite sortir dire telle majorité soutient tel parti, mais non, les chiffres sont clairs. Remplir un stade et faire voter 2 millions de personnes, tout le monde voit l'écart. Maintenant, le but que la CEDEAO s'est offert, c'est de dire qu'il faut ramener un président élu dans ses fonctions. Et c'est noble. C'est noble et il le faut. Pourquoi? 2 raisons principales qui ne sont même pas politiques, qui sont humaines. Aujourd'hui, on va soutenir des gens qu'on a mis au pouvoir parce que ce qu'ils disent nous conforte ou nous plaît. Mais par contre, il faut imaginer le pire et voir si le pire arrivait, qu'est-ce qu'on aurait demandé à la CEDEAO. Si en 2012, par exemple, les forces qui venaient vers Bamako avaient réussi à s'installer, est-ce qu'on aurait demandé à la CEDEAO de se taire et de trouver une solution à l'amiable? Non, on aurait demandé de venir défendre ces populations. Et je pense que nous sommes dans le même cas de figure. À chaque fois que c'est nécessaire, il va falloir que la CEDEAO puisse à la fois faire preuve de fermeté sans faire preuve de cruauté. Les gens transforment en fait cette intervention en une volonté cruelle d'intervenir au Niger. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la fermeté. Et c'est nécessaire parfois en politique de faire preuve de fermeté. On dit même que l'élite a ces 4 grandes fonctions. Et la première, c'est de protéger le peuple contre ses ennemis extérieurs. La seconde, c'est de protéger le peuple contre le peuple, parce que le peuple peut se rebeller contre ses propres intérêts. C'est pourquoi on a des forces
forces de l'ordre et de sécurité pour intervenir dans ces cas-ci. L'autre, c'est de protéger l'élite contre le peuple et l'autre, c'est de protéger le peuple contre l'élite. Ces 4 grandes fonctions font vivre toute démocratie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas demander à l'élite de, elle aussi, se laisser livrer, de dire, OK, nous devons prendre des décisions pour une population et quand elle se retourne contre nous, c'est la fin. Si les Libyens ne s'étaient jamais retournés contre Kadhafi, la France n'aurait pas eu l'occasion d'intervenir. Et c'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit, si les gens ne font pas attention, ils vont donner une motivation à d'autres d'importer leur guerre sur le sol du Sahel. Et on va exactement aujourd'hui vers là-bas. L'implication, aujourd'hui, quand on voit le Premier ministre de Bazoum faire une tournée en France, rencontrer des diplomates, rencontrer des officiels du gouvernement, pendant que d'autres à Niamey disent que c'est eux qui ont le pouvoir. Quand on voit que le Niger a une ambassadrice à Paris qui dit que je relève que le Bazoum et rien de personne d'autre, pendant qu'ailleurs on dit qu'elle est relevée de ses fonctions, voici maintenant un pays qui a 2 leaderships qui sont opérationnels, qui agissent. Et ce pays est divisé juste parce que quelqu'un a enfermé le président de la République avec une clé, pas parce que la CEDEAO a décidé qu'elle voudrait intervenir. Et cette intervention, il faut voir sa nature, parce que ce que la CEDEAO dit, ce qu'elle-même dit, c'est qu'elle prévoit une opération qui est chirurgicale. C'est une opération qui ne doit pas dépasser les 72 heures de durée. C'est une opération qui vise un certain nombre d'individus, notamment ceux qui ont poussé au coup d'État. Et ce n'est pas une opération qui vise à venir tirer sur des populations ou à venir attaquer des civils. D'accord. Voilà. Oui, et Etienne Fakaba Sissoko, le président Bazoum, qui a écrit, il a fait une tribune dans le Washington Post aux États-Unis, même si Haïdara semble dire autre chose, alors que bon, on a vu. C'est pas lui. Il dit que c'est pas Bazoum, je ne sais pas. Il n'y a aucun indicateur qui permet de dire que c'est pas lui. Il a signé le poste, les pages officielles sur les réseaux sociaux de la présidente de la République du Niger l'ont reprise. Le Premier ministre du pays l'a commenté. On ne peut pas dire en toute logique que ce n'est pas son poste. Et je pense que... Oui, pour vous relancer par rapport à... Bazoum dit qu'il est en otage, qu'il est pris en otage. Mais aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des gens au Niger qui sont contre le coup d'État, mais qui n'apprécient pas l'intervention militaire? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec le temps, il peut y avoir un retournement de l'opinion en faveur de Bouchis, justement, compte tenu d'une possible intervention militaire qui plane sur le pays? Aujourd'hui, je vais rebondir sur la 3e fonction, protéger le peuple contre le peuple, qui va prévaloir dans cette situation-là. Que l'opinion se retourne ou pas, ce n'est pas ça qui est en cause, c'est la défense des principes qui est en cause. Et j'ai bien aimé l'analogie du ministre des Affaires étrangères du Bénin qui dit que si tu achètes une maison et tu embauches un gardien, et ce gardien, un beau jour, se lève pour t'enfermer dans la porte et prendre possession de la maison et te dire finalement que c'est lui le chef de la maison, quelle va être ta réaction? Chacun de nous doit se mettre aujourd'hui dans cette situation et se dire qu'il est inconcevable que l'on laisse des gens qui ont la charge d'assurer notre sécurité, de pouvoir s'autoproclamer en roi. Et deuxième chose que je voulais relever, c'est par rapport à la position du Sénat. Le Sénat n'a pas voté encore de résolution. C'est des sénateurs des sénateurs d'un certain nombre d'États qui se sont mis ensemble pour faire une déclaration commune. Ce n'est qu'une déclaration pour l'heure. Et quand vous lisez la constitution également du Nigeria, c'est très clairement dit que le président peut agir 7 jours au moins, pendant 7 jours, peut engager l'armée pendant ce temps-là et mener une opération quand il sent que l'intégrité de son territoire est menacée. Et il se trouve que le Niger fait quelque part frontière avec le Nigeria et ça justifie cette intervention-là. Contrairement à la Gambie, où ce n'était pas le cas, mais ils sont intervenus quand même. Donc pour dire aujourd'hui que toutes ces élucubrations-là ne sont en réalité que des manœuvres pour peut-être retourner l'opinion comme vous êtes en train de le dire, mais que ça ne veut rien dire. Ensuite, lorsqu'on met 30 000 personnes dans un stade, comme on a l'habitude de le faire pour dire que l'opinion est avec le putsch, en oubliant les 2 millions et quelques de personnes qui ont voté, en oubliant aussi que même pendant les élections présidentielles, Bazoum n'a jamais été populaire à Niamey, oubliant que c'est l'opinion de l'ensemble du pays qui doit prévaloir et non quelques groupuscules. Je dis à un moment donné, il faut faire preuve de fermeté.
Et ces opérations qui vont être lancées, comme Cheikh Oumar l'a dit, ce n'est pas une invasion d'un pays, mais c'est simplement mettre quelques personnes aux arrêts. Oui, mais Etienne Fakaba Soukou, vous n'êtes pas spécialiste, c'est-à-dire militaire. Le palais présidentiel du Niger est quand même au cœur de la ville. C'est pas je ne suis pas spécialiste des questions sécuritaires, mais les chefs d'état-major de la CEDEAO qui se sont réunis le sont. Et ce sont ces chefs d'état-major qui ont fait cette déclaration et qui ont développé leur opération en donnant simplement quelques avant-goûts de comment ils allaient procéder. Je ne fais que reprendre en réalité le palais présidentiel. Je voudrais vous relancer par rapport au palais présidentiel à Niamey, par exemple. C'est comme ici, à notre devanture dans la CI 2000, les gens pouvaient passer comme ça. Donc, c'est sans faire peut-être des victimes collatérales. C'est dans ce cadre-là que je voudrais peut-être voir qu'est-ce qui a lieu concrètement de faire. Cette question, ce sont les chefs d'état-major de la CEDEAO qui se sont réunis et qui ont planifié leurs opérations. Je pourrais peut-être le faire voir clair. Vous savez, Sevenin Koros, devant chez Ibeka, les gens passaient à tout moment. Les gens sont allés prendre le président là-bas, sans toucher personne. Donc c'est possible. C'est possible. Je dirais non, parce que moi, je dirais non, parce que moi, je vis à Niamey juste derrière. Juste derrière. Vous ne pouvez pas passer pour atteindre le palais présidentiel. Ils sont au bord du fleuve. Il est impossible d'avoir accès là où se trouve le président de l'Assemblée, Youssoufou, et l'ambassade américaine. C'est impossible d'avoir accès. C'est comme ça que le coup d'État, à la veille de l'investiture, a été déjoué. J'avais la parole et je disais que il ne s'agit pas de dire c'est possible ou ce n'est pas possible. Ceux qui sont spécialistes disent et savent comment ils vont agir. Et aujourd'hui, en commentant cette actualité, justement, Etienne Fakaba, il faut craindre, bien entendu. C'est pourquoi il faut tout faire. Des innocents qui n'ont rien fait. C'est d'ailleurs pourquoi il faut tout faire pour éviter cette confrontation. Mais encore une fois, je vais répéter, Cheikh Oumar, quand on vous envoie des émissaires et que ces émissaires ne sortent même pas de l'aéroport. Oui, mais à ce niveau aussi, est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, quand quelqu'un... Non, je vous relance. C'est une question pour tout le monde, pour tous ceux qui... Quand la CEDEAO dit clairement, nous allons vous déloger par la force, nous allons en faire une intervention. Est-ce que c'est... Ce n'est pas ce que la CEDEAO a dit. Non, justement, non, quand la CEDEAO... Quand la CEDEAO met sur la table l'intervention militaire, donc c'est comme si ces militaires se disent... On veut négocier avec nous, en même temps, on nous dit clairement, on nous donne une étape. Donc c'est comme si votre décision est déjà prise. Replaçons les choses dans leur contexte. Oui. Et il y a 6 mois, quand Tinubu a pris le contrôle de la CEDEAO, la direction de la CEDEAO, il a été ferme. Et il avait même annoncé cette force d'intervention contre les coups d'État. Imbalo qui a pas annoncé ça. Voilà. Donc pour dire que c'est quelque chose qui était planifié, qui était déjà sur la table. Et quand il y a eu effectivement le coup d'État, c'est des sanctions qui ont été annoncées et on a dit qu'on va aller jusqu'à ce niveau-là. Mais 2 jours après, le même Tinubu est sorti pour appeler au dialogue, pour dire qu'il faut privilégier la voie des dialogues, mais tout en n'écartant pas cette possibilité d'intervention. Encore une fois, ce n'est pas l'intervention qui est privilégiée par la CEDEAO et par la communauté internationale. Souvenez-vous de ce que la ministre des Affaires étrangères de la France a dit. Quand on lui a demandé est-ce que la France va participer ou non à une opération militaire contre le Niger, elle a très clairement dit que nous n'en sommes pas là. Même si c'est sur la table, nous n'en sommes pas là. Donc, encore une fois, oui. Absolument. D'accord, oui, on va avancer dans le débat. Donc, pour dire au final que, encore une fois, c'est le dialogue qui doit primer. Mais encore une fois, le rétablissement de Bazoum dans ses fonctions comme président de la République ne doit faire l'objet d'aucune contestation. Bazoum dit qu'il est en otage, Badou Escobar, et même on dit même qu'on lui a coupé l'électricité, on a récupéré ses 2 puces, et puis ça veut dire qu'il ne peut plus communiquer avec l'extérieur, il ne peut plus écrire des lettres dans le Washington Post. J'avais même envie de dire, pourquoi pas au Figaro par exemple, pourquoi le choix de Washington? Est-ce que c'est un clin d'œil par exemple à la diplomatie américaine d'intervenir, surtout qu'on sait qu'il y a des forces spéciales américaines au Niger? 1500. Effectivement, il faut explorer de ce côté-là parce que
Bazoum, en disant cela, va peut-être contribuer à mettre un gourdin sur la tête des putschistes. Effectivement, les Américains disposent de moyens assez conséquents à Agadez avec des drones. Les forces françaises sont à l'aéroport à Manidjouri, peut-être là je ne me trompe pas, à peu près 1500 hommes. Et j'ai appris que les Américains sont en train de suivre de près l'évolution de la situation. Donc je me dis peut-être qu'en cas d'intervention, le Nigeria dit qu'il est prêt à déployer 5000 hommes. Il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Peut-être en cas d'intervention, les pays de la CEDEAO le feront en coordination avec les forces françaises et les forces américaines. Maintenant, comme vous l'avez dit, peut-être il se pourrait qu'il y ait des dommages collatéraux. Mais il y a eu des précédents quand même où la CEDEAO a intervenu. Vous vous souvenez sans doute de ce qui s'est passé au Libéria en août 1990, la force ouest-africaine d'interposition dominée par le Nigeria. En Sierra Leone, quand le commandant Johnny Kouroukourama a voulu faire le gros malin en disant que lui, il part pas, on l'a dégagé en plein jour, on a ramené Ahmed Tidiane Kaba. Mais est-ce que c'est le même scénario qui va se produire? Parce que pour le cas du Niger, il faut faire extrêmement attention. Parce qu'il y a le chaudron libyen, il y a Boko Haram du côté du Nigeria, il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a l'organisation État islamique. C'est pourquoi les pays voisins, comme il l'a dit, l'État de Sokoto, Maïdougouri, Zamfara, etc., les sultans de ces pays-là ont émis des réserves par rapport à une intervention au Niger. Ils disent que si on intervient au Niger, ça ne va pas aggraver leur situation. Et puis, vous savez, le Niger aussi n'est pas comme le Mali. Ouais. Il y a des moyens de pression sur le Niger. Parce que 70% de l'électricité du Niger vient du Nigeria quand même. Le Niger vient d'avoir son premier barrage, le barrage de Kandadi qui n'est même pas achevé. Donc vous savez, il y a d'autres moyens de pression sur le Niger par rapport au Mali. Donc il faut pas faire de justement, par rapport à ça. Mohamed Chérif Haïdara, pour vous, pourquoi c'est putschiste, parce que c'est vraiment le terme, ils n'ont pas de légitimité, même si les gens sortent au niveau de c'est-à-dire Kayuni Kounché pour les accueillir, et c'est l'expression qu'il faut utiliser en pareille circonstance. Est-ce que, pourquoi il se base sur quoi pour dire nous allons garder le pouvoir? On ne lâche rien. Avant de répondre à votre question, il est très important pour mon frère Etienne et aussi mon fils qui est juste à droite de comprendre une chose, plus nos téléspectateurs. C'est l'agence de communication qui s'appelle IMAG 7, créée en 1988, qui a signé un contrat avec le Niger. Il paye 700 000 € par mois. C'est cette agence de communication qui a fait le communiqué publié sur Washington Post. Ce n'est pas Bazoum, je le confirme. Alors, quelles sont vos preuves? Vous ne dites pas. Je les ai. Ces preuves, ils existent. Je viens, Etienne. Oui. Et l'objectif, je le répète encore une fois, c'est pour préparer l'opinion publique américaine à adhérer à l'intervention militaire, à soutenir la CEDEAO. La deuxième question fondamentale, est-ce que la CEDEAO est en mesure d'intervenir militairement? La réponse est non. La CEDEAO ne peut pas intervenir militairement. Ce serait du chaos. Maliens établis à l'extérieur, on est plus de 2 millions au Niger. Nous, la diaspora, on est contre. Et nous disons à la population nigérienne, particulièrement ceux qui sont à Niamey, de sortir massivement et manifester leur opposition non défectible à toute intervention de la CEDEAO. La solution qui reste pour la CEDEAO, il faut trouver à la CEDEAO aujourd'hui une sortie d'honneur. Imbalo avait proposé une création d'une armée contre le putsch avant d'arriver du Tinubu. Et aujourd'hui, la question fondamentale, est-ce que Bazoum peut être réinstallé en tant que président démocratiquement élu? Et si Bazoum est réinstallé, à quel coût? Quel serait le mécanisme d'arrangement qu'on peut trouver entre le militaire et Bazoum? Il faut commencer par la force. Et la force n'est pas la solution. Nous avons fait des propositions. Ces propositions peuvent être acceptées. Oui, on va finir avec la proposition. Pour terminer rapidement, j'ai entendu beaucoup de gens dire que le Mali a déclaré une guerre. Ce n'est pas que les gens ont dit, le Mali a déclaré la guerre. Non, je confirme, je réaffirme, je signe et je persiste. Non, similitude d'une guerre.
l'agression de la CEDEAO au Niger est une similitude d'une guerre. Et déclarer une guerre, ça fait deux choses différentes. Le ministre porte-parole du gouvernement a dit clairement qu'il considère que toute intervention militaire considère et déclarer... C'est une déclaration de guerre. Oui, mais considère. Mais les gens ont transformé, on considère similitude comme déclaration de guerre. On veut que ce soit crystal clair. Les Mali, le porte-parole du gouvernement n'a déclaré de guerre à personne et à aucun pays. Le Mali n'est pas en guerre, ni contre le Niger, ni contre la CEDEAO. Si la CEDEAO décide par la force d'aller déloger ses militaires, ce serait une similitude de guerre. Et nous, les Maliens, nous allons, je dis bien les Maliens, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, nous n'allons pas accepter parce que nous avons des vies que nous allons perdre là-bas. Il faut privilégier le dialogue. Il y a une solution. Quand vous dites vous les Maliens. Oui, les Maliens établis à l'extérieur. Les Maliens établis au Niger. On est près de 2 millions. Donc c'est à ce niveau-là que je parle. Donc il y a une solution aujourd'hui de sortie honorable et des Bazoum et des militaires. Oui, on va en parler. On va parler de tout ça. Cheikh Omar Doumbia, est-ce qu'on n'est pas dans... Par exemple, comparaison n'est pas raison. En Côte d'Ivoire, on se rappelle l'élection de Alassane Dramane Ouattara comme président, qui a battu Laurent Gbagbo dans les urnes. On a vu que Gbagbo s'est accroché au pouvoir. Puis la communauté internationale, dans son ensemble, a dit « Je ne reconnais pas Gbagbo comme président élu, c'est Ouattara qui a gagné les élections ». Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans la même configuration? Si par exemple, ces militaires, même s'ils gardent le pouvoir, la communauté internationale va dire « On ne vous reconnaît pas ». Quelles peuvent être les conséquences sur le plan international et voilà, tout ça? C'est seulement contraindre le peuple nigérien à la souffrance. Contraindre absolument le peuple nigérien à la souffrance. Parce que un pays qui est dans les statistiques économiques du Niger, à qui le Nigeria tout seul peut plonger la population dans l'obscurité entière, un pays sur le sol duquel il y a 1500 soldats américains, 3000 de Français, Européens, c'est hors de question. Ces militaires auraient dû réfléchir avant de poser cette action. Ils auraient dû trouver un autre moyen de démontrer qu'ils ne sont pas contents avec le président Bazoum ou de lutter et obtenir ce qu'ils veulent obtenir de lui sans pour autant en arriver là. Les gens font comme si les mésententes entre militaires et président de la République se font qu'en Afrique. Quand Barack Obama a annoncé qu'il allait faire le retrait des troupes en Afghanistan, le Pentagone s'est fâché. Mais là, les généraux n'ont pas jugé nécessaire de mettre fin à sa présidence. Ils ont trouvé des moyens avec lesquels leur expertise peuvent l'amener à la raison. Au moins, et il est parti de retrait définitif à retrait progressif. Après, il est parti à utilisation des forces aériennes. On pouvait discuter. En fait, ces généraux ont échoué à discuter avec le chef suprême des armées. Et aujourd'hui, ils sont en train d'échouer à discuter avec la communauté autour d'eux et ils vont se fermer au monde et fermer la population nigérienne au monde. Aujourd'hui, le bidon d'huile, je peux voir chez certains de mes amis au Niger qui disent qu'ils arrivent à acheter le bidon d'huile à plus de 10 000 francs CFA. C'est énorme. Oui, maintenant, pourquoi garder le pouvoir, justement? Je donne la parole à Etienne Fakabassoko, qui s'impatiente d'ailleurs. Je voudrais intervenir sur la question que Chérif évoque certainement, par rapport à l'article qui est paru dans le Washington Post. Mais on l'avait dit ici, par rapport au Burkina, on l'a dit par rapport au Mali. C'est-à-dire que, tôt ou tard, quand ces choses continuent, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une intervention d'une coalition internationale. Que Bazoum signe une lettre ou pas, que ce soit une cellule de communication à l'étranger ou pas. Est-ce que vous pensez que cette lettre suffirait peut-être pour que l'armée américaine rentre peut-être dans la danse? Ce qui suffit pour que l'armée américaine entre dans la danse, c'est qu'il y a des soldats américains qui sont morts au Niger. Vous l'avez oublié. Et qu'aujourd'hui, il suffit de dire au Sénat américain que, attention, nous avons 1500 soldats sur le sol nigérien et que ces gens viennent de prendre le pouvoir de façon illégale. Il faut aller chercher nos soldats. On va décider d'envoyer des troupes, aller chercher des troupes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'objectif de l'article du Washington Post. Que l'article intervienne ou pas, ces gens sont exposés aujourd'hui à une intervention militaire américaine à près de 70%. Mais ce n'est pas ça la question, parce qu'on veut diaboliser le monde international pour dire que non, ils veulent venir chez nous, ils veulent venir chez nous. Ce n'est pas ça la question. Si réellement ce putsch n'avait pas eu lieu, on n'aurait pas ce débat.
Donc, déplacer le problème et mettre sur le problème sur c'est les Américains, c'est les Français qui manipulent la chose. La situation de manipulation, c'est nous qui l'avons créée. Et la fameuse phrase de Alassane, lorsque vous parlez du cas de Côte d'Ivoire, qui a dit « Mon frère Laurent Gbagbo, ce qu'il oublie, c'est que le monde est géré. » Le monde aussi a des règles. Le monde est géré. Donc, un groupe de militaires ne peut pas simplement faire la loi et penser qu'il peut faire la loi. Oui, maintenant, Mohamed Bazoum dit qu'il est quand même en otage. Donc les militaires, les otages des militaires. Maintenant, en cas d'intervention militaire, quel serait le sort de Bazoum, son intégrité physique? Vous savez, je vais peut-être vous paraître brutal, mais le sort de Bazoum importe peu dans cette situation. Il s'agit de défendre des principes, il s'agit de défendre la démocratie. Et si Bazoum, qui a demandé, qui a sollicité cette intervention, est conscient de la gravité ou des risques qu'il encourt en demandant cette intervention. Donc, c'est en connaissance de cause qui fait cette demande-là. Ensuite, moi, je voudrais quand même dire que le coup d'État n'est pas aussi consommé que les gens le disent. En fait, il y a des étapes. La première étape, quand vous voyez tous les coups d'État, c'est d'abord de mettre la main sur le président. Et aujourd'hui, tous les indicateurs montrent que il est certes pris en otage, mais ils n'ont pas la main sur lui. Parce qu'il est en tout cas libre de ses mouvements, des communications qu'il a entrepris avec les uns et les autres. De recevoir le président tchadien. Deuxième chose, pour qu'un coup d'État puisse être entériné ou que la CEDEAO revienne à de meilleurs sentiments, il faut quand même qu'il signe une lettre de démission. Et Bazoum est catégorique là-dessus. Il n'a pas signé de lettre de démission. Troisième élément, il faut qu'on puisse au minimum être capable de tenir un peu de temps. Aujourd'hui, c'est ce temps-là qui fait défaut. Le Niger ne peut pas tenir, comme je l'ai dit par le passé. Même pour le cas du Mali, vous avez vu, le Mali n'a même pas eu la moitié des sanctions qui viennent d'être imposées au Niger. Parce que dans le cas du Mali, on avait laissé les biens de première nécessité passer, on avait laissé les produits pharmaceutiques, l'hydrocarbure, les banques étaient réapprovisionnées à un certain hauteur. Et aujourd'hui, c'est tout ce système-là qui est totalement arrêté au Niger, pour quelqu'un qui a les chiffres du Niger. Donc, comme pour dire que sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan logistique, sur le plan énergétique, le Niger ne peut pas faire face au monde aujourd'hui. Et ce n'est pas en mettant 30 000 personnes dans un stade qu'on pourra arriver à défier le monde entier. Mais est-ce que le Niger ne pourra pas collaborer avec ces pays, le Mali, c'est là où je voulais la Guinée? Regardez, quand un produit veut passer aujourd'hui par le Mali pour aller au Niger, dites-moi quel est l'itinéraire que ces marchandises-là vont prendre. Peut-être que mon frère peut nous aider à comprendre mieux dans cette situation. Donc, il ne s'agit pas de se lever pour dire on va aider. Nous-mêmes, on a du mal si on veut aller à Gao, si on veut aller à Kidal. On sait le détour que nous faisons. Donc, si on veut convoyer même des marchandises, comment on fait? Vous avez suivi, il y a 2 jours, simplement, il y a eu des attaques d'un convoi qui partait vers Niamey. Tout ça pour montrer qu'il y a des risques aujourd'hui qu'on ne doit pas négliger. La priorité, c'est de se mettre ensemble. Quand je dis ensemble, je ne parle pas que du Mali et du Niger, je parle de la CEDEAO dans son ensemble pour faire face justement à la menace terroriste. Ce n'est pas en allant 2 à 2 ou en se faisant faire valoir de certaines puissances que nous pouvons nous en sortir. Oui, Badou Escobar, pas le bon schéma. Justement, est-ce que la CEDEAO n'a pas prêté le flanc? Parce qu'on a vu, depuis, vous l'avez dit, il y a eu ce coup d'État depuis 2020. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et aujourd'hui le cas du Niger. Pourquoi, certains ont envie de poser cette question, pourquoi cet acharnement de la CEDEAO aujourd'hui dans les dossiers nigériens? Est-ce que c'est là où peut-être on peut penser aux intérêts des forces étrangères? Qu'est-ce qui se passe pour que le monde, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un enjeu international. Oui, la CEDEAO veut peut-être... On a même oublié l'Ukraine, certains diront qu'on a même oublié l'Ukraine avec le dossier, le dossier nigérien. Le problème est que la CEDEAO veut mettre fin à l'hémorragie des coups d'État, mais la CEDEAO est minée par ses propres contradictions internes. C'est vrai que nos États ont signé des accords et chacun est tenu de respecter ces accords. Mais si vous prenez même la CEDEAO en tant que telle, il y a beaucoup d'injustices. Mais vous ne pouvez pas comprendre que la CEDEAO
au lieu de mandater de bonne volonté de l'espace CEDEAO, la CEDEAO se tourne vers le Tchad pour dire au président Mohamed Idriss Déby d'aller négocier avec les putschistes, alors que nous savons tous comment il est venu au pouvoir. C'est le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadou, qui devait venir, mais lui, on l'a obligé à se rendre malade, on l'a obligé à se porter malade, et on l'a fait remplacer par... Et celui qui dirige on nous a envoyé Jonathan Goodluck. Jonathan Goodluck avec son je ne sais pas. Et le pire encore, Assoumani Azali, le président en exil de l'Union africaine, qui dirige la petite Comore, il veut nous donner des leçons de démocratie, alors qu'il est venu par coup d'État en 1990. Tout le monde le sait. Donc il y a ces facteurs qui irritent souvent nos populations. Et mieux, au Niger, on peut dire que le régime de Bazoum, c'est le prolongement du régime de Mamadou Issoufou. Il y a eu 78 milliards de francs CFA détournés dans l'affaire des ventes d'armes. Et on n'en parle pas. Je crois que 178 milliards, ça a contribué à agacer quand même les militaires. Donc il y a certains facteurs aussi internes qui ont fait que... et qui ont mécontenté, par nous là même, Mamadou Issoufou, son fils, jusque-là était ministre du pétrole dans le gouvernement de Mohamed Bazoum. Et l'argent de l'uranium ne profite pas à tous les Nigériens, l'argent du pétrole non plus. Donc c'est une élite qui profite de cette manne-là. La CEDEAO n'a pas levé le petit doigt pour dire... Amma attaque le même président pour dire qu'il est complice justement des militaires. Oui, pour dire... Vous parlez de quel Hama? Amma Amadou. C'est l'éternel opposant. Pour dire que... Amma Amadou, parce que lui, il est à l'origine du premier coup d'État de l'aide démocratique. Il n'est pas l'ancien président. Quand Mahamadou Ousmane était président de la République... Vous savez de qui je parle. Quand Mahamadou Ousmane était président du Niger, c'est Amma Amadou quand même qui est à l'origine du coup d'État, son premier ministre. C'est eux qui ont provoqué le coup d'État, c'est eux qui ont amené Baré Nassar. Donc c'est pour dire qu'il y a suffisamment de problèmes dans l'espace CEDEAO. Est-ce que vous êtes en train de dire que parce qu'il y a des problèmes, c'est ce qui justifie ces coups d'État? Non, j'ai dit le cas du Niger est différent. Il n'y a pas eu de manifestation du JAD M5 pour exiger le départ du président. Dans ce cas de figure, le président a voulu remplacer le chef de la garde présidentielle, Abdraman Tchani. Il est content, il a décidé de prendre ses responsabilités. Oui, Mohamed Chérif Haïdara, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, est-ce que c'est la CEDEAO qui n'a pas prêté le flanc justement? Parce que depuis 2020, on est dans les coups d'État. Donc, est-ce que c'est cette mollesse de la CEDEAO qui a permis à ces militaires de quitter les casernes et de dire au président vos pouvoirs sont éteints? La CEDEAO a créé des précédents. La CEDEAO a, par endroit, voulu négliger ou ne pas regarder ou ne pas appliquer le protocole additionnel. Ils ont laissé du troisième mandat se perpétrer sans rien dire, comme le cas d'Alpha Condé en Guinée. Quand il y a eu des élections ici avec des chefs de parti repêchés pour se retrouver comme étant dauphins constitutionnels, la CEDEAO n'a rien dit. Ce qui a amené le problème avec Ibrahim Boubacar Keïta, Allah yarham. Quand ils sont venus ici, on les a rencontrés. Moi, j'y étais. C'était Macky qui était en face de moi, avec la société civile. Nous les avons fait une proposition. Faites démissionner le gouvernement, proposer à M5 d'apporter un premier ministre et que IB4 termine la transition. Non, la CEDEAO voulait que ces députés contestés, que ce député-là puisse être remplacé, organiser des élections partielles. Alors que ce que nous, on avait demandé, c'est dessous de l'Assemblée. Donc la CEDEAO est complice de ces multiples coups d'État. Et je les ai dit ce jour-là. Je dis, si vous faites ça, comme je parle souvent avec une mauvaise habitude en pointant mon doigt, je lui dis, si vous faites ça, vous nous créez un arrangement institutionnel et un tirepatouillage constitutionnel. Ça aboutira à un coup d'État. C'est ce qui s'est passé. Donc, CEDEAO a laissé faire. Et quand le Mali a fait son coup d'État, le Mali est devenu à exceller dans bien faire. D'abord, c'est la population qui est sortie. Et après, ils sont venus parachever. Ils se sont accaparés du pouvoir. Ils ont éliminé M5. Il a fallu sortir pour dire qu'il faut que M5 revienne. Je sais que mon ami Étienne Brûle a envie de dire quelque chose. La CEDEAO, moi-même, j'ai écrit pour demander à ce qu'on prolonge. Maintenant, on revient au cas de Bazoum. CEDEAO a péché grave. Donc aujourd'hui, qu'ils comprennent que les militaires qui meurent, les villages qu'on rage, le pauvre qui ne mange pas 2 fois dans la journée, c'est celui-là qui donne la légitimité à un président de la République.
Mais ils ont toujours été là pour dire, oui, on le reconnaît, il est élu au nom de cette élection, c'est un président démocratiquement élu, il faut le protéger comme le cas de Bazoum. Donc, il faut se rendre à l'évidence, nous avons atteint un point non-retour. Mon souhait le plus ardent que Bazoum revienne aux affaires, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est... D'ici la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine. Mais je vais terminer pour dire, Bazoum est dans un sous-sol. Bazoum n'a pas de téléphone. Même le cuisinier qui l'amenait à manger, on a été interdit de l'amener à manger. Donc on ne pouvait pas me faire croire que Bazoum a fait des articles qu'il a publiés. Aujourd'hui, Bazoum reste populaire à travers le monde. Et ce qui inquiète davantage, c'est que j'ai vu la Russie à travers Prigojine qui fait sa proposition. Prigojine ne représente pas la Russie. Non, non, non. Vous pouvez dire ça. Attends, ça a été intégré quand même. Prigojine à travers Wagner a été intégré. Oui, je vais conclure rapidement. Oui, ils ont été intégrés. Oui. Le début, la Russie a dit qu'il ne s'y interférerait pas. Mais après, quand Prigojine a parlé, Poutine a changé de position. Oui. Et vous savez, je vais conclure rapidement. Oui. Vous savez, il y a quand même parmi les 5 membres du Conseil de sécurité qui a beaucoup plus à perdre que la France avec China. China a dépensé près de 17 milliards sur les pipes de Agaden à Sanou. Et ce pétrole doit commencer à couler à partir de décembre. Est-ce que quelqu'un a entendu China dire une seule phrase? Donc, il y a des négociations qui sont en cours. Donc, il y a une proposition aussi qui a été faite. Oui. Vous allez entendre peut-être dans les 48 heures ou dans les 24 heures que l'Union africaine demande une extension de négociation. Il n'y aura pas d'extension. Ok, d'accord. Oui, on va arriver à ça. Il y a quelque chose de... Cheikh Oumar Doumbia, oui. Est-ce que la France, est-ce que vous pensez que la France, à travers sa diplomatie, la diplomatie, sa chef de la diplomatie française, est-ce que vous avez l'impression que la France aussi va appuyer ou que les États-Unis aussi, en cas d'intervention, vont jouer aussi un rôle? Mais absolument. En cas d'intervention, la CEDEAO pourra compter sur le soutien de beaucoup de monde, de beaucoup de pays. Quel avenir pour les poussis? Ça dépendra de la CEDEAO. Si la CEDEAO décide de ne pas intervenir militairement et de continuer à discuter, ils ont un avenir. Mais si la CEDEAO ne revient pas dans cet état d'esprit, il n'y en a pas. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO peut encore se dédire pour dire qu'on va donner une chance? Oui, une solution négociée. On va proposer un programme. Ce que j'aime dans ce dilemme, ce que j'adore dans ce dilemme, c'est que ça ramène ceux qui ont l'habitude de soutenir le radicalisme comme réponse politique à ramener le dialogue sur la table. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, Badr ne peut pas dire que parce que la CEDEAO a des insuffisances, parce qu'elle n'est pas parfaite ou parce que les chefs d'État ne sont pas parfaits ou que les élections qui les ont amenés ne sont pas parfaites, que les militaires agissent de la sorte. C'est radical de la part des armées de réagir de la sorte, de dire que... Parce qu'on a des conflits, c'est vrai. On a des chefs djihadistes, on a des chefs terroristes qu'on aimerait voir nos armées saisir. Okay. Mais si nos armées, au lieu de saisir les chefs djihadistes et les chefs terroristes, saisissent les chefs d'État, il y a erreur quelque part et rien ne doit justifier cela. Mais une chose est sûre, le monde, même si la CEDEAO réplique, je suis prêt à donner ma main à couper, que même si la CEDEAO... Non, mais pour qui connaît? Non, mon fils, non, je ne suis pas d'accord. Pour qui connaît? Pour qui connaît? D'accord. Mais une chose est sûre, même si la CEDEAO recule, il y aura intervention. Ça peut prendre une année. C'est ce que, en fait, les gens ne comprennent pas ça. Ça a pris 27 ans pour qu'il y ait une intervention de l'OTAN en Libye. 27 ans. Ouais. En Côte d'Ivoire, ça a pris une année. Ils vont cuisiner la situation. Ils vont trouver le schéma politique correct. Ils vont trouver la forme d'intervention la meilleure et ils vont agir. Pourquoi est-ce que cette intervention va se faire? Ce n'est pas qu'une question d'intérêt des pays occidentaux. Ce n'est pas que ça. C'est qu'aujourd'hui, le Sahel est d'une importance capitale pour le monde. L'Europe vous dira bientôt que, bon, attention, si ça tombe au Sahel et que ces États tombent dans les mains des djihadistes, nous ne sommes plus à l'abri. L'immigration.
l'immigration clandestine, mais aussi il faut savoir que les grandes capitales européennes sont à portée de missiles à partir de Kidal, à partir... Des questions de sécurité vont se lever. Donc, ils vont tous réfléchir. Tout le monde est en train de réfléchir à comment empêcher ce cycle de continuer. Et CEDEAO ou pas CEDEAO, quelque chose va se passer. Et ils ont déjà le mandat robuste. La CEDEAO a déjà le mandat robuste. Etienne Fakaba Sissoko, sur, bon, on va finir avec, on a vraiment beaucoup disserté sur, voilà, vous allez, on va, voilà, maintenant Etienne Fakaba Sissoko sur l'intervention, qu'est-ce qui va, si cette intervention ne passera pas, qu'est-ce qui va se passer, la démocratie, le Niger, l'avenir, tout ça. Vous savez, il y a... Comment vous voyez la situation? Je répète 3 fois que avec intervention militaire ou pas, les putschistes iront. Il n'y a pas d'alternative. Est-ce que vous êtes prêt aussi à donner votre main? Il n'y a pas d'alternative. Mes 2 mains. Non, Etienne. S'il te plaît, Etienne. Regardez, pour 2 raisons. La première raison, c'est d'abord les enjeux sécuritaires. Et comme je l'ai dit, la lutte contre le terrorisme, aucun pays à lui seul ne peut la gagner. Et même ceux qui se sont tournés vers d'autres partenaires ont décidé quand même de le faire avec d'autres, pas seuls. Donc, comme pour dire qu'il faut être toujours ensemble pour reprendre ATT, il faut qu'on se mette ensemble pour justement faire face au terrorisme. Et si le monde refuse de reconnaître les autorités du Niger, alors avec qui ils vont faire face au terrorisme? Deuxième élément, sur le plan sécuritaire, le Niger est un pays continental. Et aujourd'hui, la question de l'approvisionnement du marché, la question de la levée des liquidités sur le marché international, vous avez vu, il y a 2 jours, les milliards qui devaient être levés sur le marché international ont été annulés parce que la signature des autorités est remise en question. Donc là-dessus aussi, il n'y a pas d'alternative, ça va échouer. Ensuite, l'autre alternative, c'est qu'on est en train de nommer de gauche à droite les gens au niveau des pays, mais vous voyez que les personnes qui sont déjà dans ces pays-là refusent catégoriquement en disant qu'ils reconnaissent. Donc, vous allez rester avec qui? Vous allez travailler. Les pays d'accueil aussi ne reconnaissent pas, c'est-à-dire c'est exactement. Donc, comme pour dire que techniquement, il n'y a aucune alternative pour que Bazoum revienne. C'est vrai que si Bazoum revient, il reviendra fragilisé, il reviendra désarmé. Comment faire la suite avec des gens qui l'ont séquestré, qui l'ont désavoué, etc., etc. Ça, c'est des questions qui vont peut-être venir après. Mais aujourd'hui, Bazoum sera rétabli, qu'on le veuille ou pas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il le sera, tôt ou tard. Et n'oubliez pas qu'en signant cette tribune, même si d'autres veulent contester cela, en signant cette tribune, il donne mandat d'intervenir et de le rétablir. C'est une base juridique. Ça vous rappelle un peu Dionkunda à Hollande. En faisant la lettre à la France pour demander leur intervention, c'est une base juridique, comme on l'a dit dans le temps. C'est une base juridique. Et dans le cas du Niger, il y a eu même une lettre qui n'a pas été authentifiée d'abord, mais qui est arrivée à la diplomatie française. D'accord, Badou Escobar. Je parle de cette lettre-là. Bazoum aussi, il faut reconnaître que Bazoum a eu à faire certains écarts de langage. Quand Bazoum dit que les terroristes sont plus forts que nos armées, vraiment, ça a agacé quand même l'armée nigérienne, il faut le dire. On sait que l'armée nigérienne s'est beaucoup sacrifiée. Non, l'armée nigérienne s'est beaucoup sacrifiée ces dernières années dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et quand Barkhane évacuait le Mali, on a vu ce qui s'est passé à Terra. Il y a même eu 3 morts. Donc les Nigériens n'ont pas pu digérer ça. Non, c'est les soldats de Barkhane qui ont tiré sur la filière. Ce n'est pas l'armée nigériane. Et je dis, non, vous ne m'avez pas compris. Oui, allez-y, Badou. Quand Barkhane a évacué le Mali, arrivé au niveau de Terra, il y a eu des manifestations pour demander à ce que Barkhane ne vienne pas sur le territoire nigérien. Donc Barkhane a riposté avec 3 morts. Quand l'opération Sabre quittait le Burkina également, l'opération Sabre s'est retrouvée au Niger. Ça a quand même contribué à mécontenter la population parce que les Nigériens avaient déjà les yeux rivés sur le Mali. Au-delà de cela aussi, il faut parler de nos démocrates. Nos démocrates aussi ne sont pas sincères. Quand il y a un coup d'État, nos démocrates, au lieu de s'associer à d'autres démocrates pour faire front commun contre les militaires, comme les militaires le font,
chacun veut être Premier ministre, chacun veut être ministre. D'autres vont voir discrètement les putschistes pour leur dire on est là. Si lui les refuse, nous sommes prêts à occuper le poste de Premier ministre, je n'ai pas dit. Donc le troisième et le dernier aspect, par rapport au cas de la Côte d'Ivoire, tout le monde sait que l'élection entre Gbagbo et Alassane a été certifiée par les Nations Unies. D'ailleurs, en 2012, quand il y a eu la présidentielle au Mali, Soumaïla Cissé à son âme avait demandé à ce que l'ONU certifie les élections. Et Mohamed Salah Nadif en son temps a dit non, l'ONU a cessé de certifier les élections parce que quand l'ONU certifie, quand il y a un vainqueur, et on dit que l'ONU est venue pour semer le chaos, pour semer le trésor. Donc, ce qu'on peut dire, il faut que les démocrates, parce que nos États sont démocratiques, mais il n'y a pas de démocrates, il y a plutôt des gens qui veulent remplir les types d'adjectifs. Il faut qu'on arrête avec ça. Donc quand il y a un coup d'État, il faut que les démocrates s'associent. Si les démocrates ne s'associent pas, ça c'est clair, il faut le dire. Regarde au Niger, qu'est-ce qui s'est passé. Tous les militaires ont rallié Abdraman Tchani par solidarité. Les démocrates, certains démocrates sont partis du côté des militaires pour dire que nous sommes là, nous vous soutenons, continuez, il ne faut pas reculer. Alors moi je vais réagir rapidement en 2 minutes. En faisant 2 minutes, c'est trop, 1 minute. 1 minute, d'accord. Et vous avez constaté l'annulation des accords de défense entre la France et le Niger, qui a été beaucoup plus rapide que ceux de Mali. Pour quelle raison? Mon fils a mentionné une lettre. C'était un ministre qui est actuellement dans une ambassade dont je vais taire le nom, celui qui a écrit pour demander l'intervention de la France. Et la France, en aucun cas, va laisser l'uranium qu'il exploite sous la main de quelqu'un d'autre. Donc, la France a tout intérêt aujourd'hui à rétablir sous le nom de la démocratie Bazoum qui sera fragilisé. Et deuxième chose, nous, la proposition que nous faisons, que la population nigérienne, tous ensemble, disent non à une intervention de la CEDEAO, qu'ils privilégient le dialogue. Le dialogue est possible. L'Amérique est l'État le plus démocratique au monde, mais quand ils n'arrivent pas à s'entendre, ils vont aller à un consensus. Il a étudié là-bas. Quand la démocratie ne trouve pas de solution au niveau de la Sénat, ils négocient. Donc on parle au nom de démocratie de rétablir un président démocratiquement élu. Nom de Dieu, si ceux qui ont pris le pouvoir, on n'arrive pas à s'entendre avec la CEDEAO, négocions. La négociation est PCSI. Je vais le dire sur le plateau. Bazoum sort, fragilisé comme a dit Etienne, il reste président de la transition jusqu'à la fin. Tchani, le général, garde la défense et certains ministères clés. Le schéma Bandao. Le schéma Bandao, j'en viens. Non, laisse-moi finir. Parce qu'on a quand même un précédent. Et on a aussi devenu quand même des gens qui exportent une maîtrise d'une transition. Non, c'est qui, le Mali? Le Mali. Donc, et lui, il reste le ministre de la Défense, la sécurité et tout le reste. On choisit un Premier ministre consensuel, ensemble. On amnistie Hama Amadou qui revient parce que Hama Bazoum avait promis de l'amnistier. Pour des raisons qu'on ne peut pas évoquer ici, il n'a pas été amnistié. Maintenant, quelle porte de sortie honorable on peut trouver pour la CEDEAO? Ils disent qu'ils ont force contre le putsch. Cette force-là, qu'elle vienne, qu'elle s'installe au Niger, qu'elle veille aux accords, jusqu'à ce que le mandat de Bazoum se termine, qu'ils révisent les lois électorales, qu'ils révisent leur fichier électoral, qu'on fasse des élections et qu'on veille à ce qu'il n'y a plus de coup d'État. C'est ce message que, au nom de la société civile, que je passe à la population nigérienne et au chef d'État de la CEDEAO d'écarter une intervention militaire. Elle ne se fera pas terminer. On va 30 secondes à chacun. Ça va être très rapide. Je ne veux vraiment pas perdre ce film. Non, allez-y. Parce que 30 secondes, puis voilà. Quand mon père dit que face à Macky Sall, il leur a parlé de un colmatage constitutionnel. C'est ce que je dis. La politique, c'est cela. C'est trouver des moyens de tomber d'accord et faire fonctionner les choses. Maintenant, des gens veulent se fermer à ça, dire que non, on ne trouve pas de moyens, il faut chasser certains, il faut enlever certains. Mais tant que les gens ne vont pas accepter de travailler ensemble... Tchani qui fait le coup d'État, qui enferme Bazoum dans... Et ensuite qui devient... Et puis après, ministre de la Défense. Oui. Il peut faire un autre coup d'État. Oui, s'il vous plaît. Oui, on va donner la parole à... Mais à la CEDEAO, la force de la CEDEAO serait là pour l'empêcher.
Ça revient en tout cas à dire que Bazoum est de retour au pouvoir et que la CEDEAO a obtenu gain de cause. Oui, c'est ça. Ça peut fonctionner. Oui, Etienne Fagaba, est-ce que cette carte est jouable, est plausible? Non, pour moi, il faut sortir comme lui-même il a dit, des troupes tripatouillage, des colmatages, des arrangements institutionnels. Et surtout que le précédent qu'il donne, on sait comment ça a fini. Voilà, ça a fini par écarter le président de la transition de l'époque et ceux qui ont fait le coup d'État ont pris leur chose. D'accord. Voilà, donc pour dire que ça c'est quelque chose qui ne marche pas. Qui appartient à la chose, le propriétaire de la chose désormais c'est qui? C'est Tchani? Non, le propriétaire de la chose reste Bazoum, dans la mesure où c'est lui qui est reconnu. Il n'a pas à partager le pouvoir, il partage le pouvoir s'il veut. Parce que c'est lui qui a été élu. Il est garant de la stabilité des institutions, il est garant vis-à-vis de ses pairs, vis-à-vis de la communauté internationale. Pourquoi vous voulez... Il est enfermé dans un sous-sol. C'est à son initiative. Il est enfermé ce soir dans un sous-sol. À son initiative, dans le cadre de l'apaisement, qui peut... sous l'égide de la CEDEAO ou en accord avec la CEDEAO, procéder à des mesures Donc pour vous, la CEDEAO doit aller absolument. Les négociations, prendre le temps qu'il faut, trouver les moyens politiques qu'il faut. Là, je suis d'accord avec toi. Mais il faut que Bazoum soit rétabli. Là aussi, je suis d'accord avec ce cycle infernal. D'accord. Vous savez, très rapidement, en quelque sorte, au Niger aussi, il y a des enjeux. Vous savez que le Niger est devenu le porte-avions des forces étrangères, quand même au-delà des Américains et des Français. Il y a un contingent italien, il y a un contingent allemand de la Bundeswehr. Et ils sont tous là-bas. Voilà, ils sont tous là-bas. Bon, pour les Allemands et les Italiens et autres, ça c'est les questions migratoires. Pour les Français, c'est l'uranium et le pétrole. Pour les Américains, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais il y a d'autres facteurs. Il l'a rappelé, le cas du pipeline qui a quitté Agadem pour le Cotonou, pour le Bénin. Et ça commence en décembre. Oui, le pipeline. Donc il y a tellement de dangers au Niger. Mais je pense que dire que la CEDEAO va utiliser la force, ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'il faut user de la voie du dialogue. Parce que si le Niger explose, ça va encore compliquer la situation déjà fragile. La CEDEAO est contre le dialogue. Oui, d'accord. On va clore. On va clore. On ne veut pas une troisième Libye au Niger. On va clore une guerre Russie l'OTAN au Niger. On va clore ce chapitre sur le Niger. On a longuement parlé du Niger. Telle enseigne que le second thème, on va juste être le survoler, parce qu'aujourd'hui, l'actualité qui passionne, qui domine les débats, c'est justement le Niger, intervention de la CEDEAO ou pas. Est-ce que, bon, on va justement dans les jours à venir revenir sur, et puis on m'informe que l'espace aérien nigérien est suspendu jusqu'à... Ah oui, c'est les communiqués qui continuent. 3 communiqués ce soir déjà. Etienne ne peut pas aller à Niamey ce soir. Moi, je vous dis que si la CEDEAO, on ne le souhaite pas, mais si la CEDEAO décide d'intervenir, ces gens ne tireront pas un seul coup de feu. Non, en fait, ils vont pas riposter. Ils ont fermé l'espace aérien. Ils ont fermé l'espace aérien. On a déjà guidé le général Salif. Ils ont fermé l'espace aérien parce que les troupes américaines se sont déplacées. Il s'est dit que les Nigériens sont des vrais. Ce déplacement est en train de les inquiéter. Il s'est dit que les Nigériens sont des vrais guerriers, que les Nigériens sont des vrais guerriers. Les soldats nigériens, c'est des soldats les plus aguerris. Et je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire une rébellion qui viendra de la Libye pour se diriger vers Niamey. Vous êtes dans beaucoup de liquidation. Donc on va revenir justement sur cette actualité qui passionne les opinions publiques africaines. Donc on va justement parler de Ousmane Sonko. Quel avenir pour Ousmane Sonko, détenu? Ousmane Sonko, c'est le président du PASTEF. On va rapidement aussi de mon fils. Voilà, donc on va commencer avec Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui détenu. Il n'est plus président du PASTEF parce que le PASTEF est dissous. Donc le PASTEF est dissous. Et je pense que... Est-ce qu'il perd gros? S'il n'a pas tout perdu encore. Parce qu'il faut souvent tenir compte de l'attelage politique de son pays. Et quand vous voyez que Sonko peut aller en prison de cette façon et que les tenors politiques du Sénégal font comme s'ils n'ont rien vu, c'est aussi un message. C'est de dire qu'au Sénégal, ça fait 60 ans qu'ils ont choisi un mode opératoire.
que ce soit en matière de politique intérieure, que ce soit en matière de politique étrangère. Donc, à lui seul, il vient bousculer tout cet ordre, c'est presque mission impossible. Et la façon dont il s'est attaqué à la chose, cette façon brutale, il aurait pu, de par sa pertinence, de par ses capacités à convaincre, de par toute la popularité qu'il a drainée, amener certains autres des ténors politiques à composer avec lui. Mais au lieu de cela, il s'est fait le seul homme ennemi de tous, et ça, réellement, c'est extrêmement difficile à vivre. Et aujourd'hui, je pense que... Il avait dit à un moment que la présidentielle ne peut pas se faire sans lui, hein, où il n'y aura pas de présidentielle. Se fera avec lui ou sans... voilà. Sinon, vous savez, il y a un effet qui trompe très généralement les politiques, surtout les plus jeunes en Afrique, c'est la démographie africaine. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans des États où les jeunes ils sont excessivement nombreux. Et sortir, prendre les rues, c'est très facile. Mais ensuite, mener une action politique concrète et peser sur l'échiquier politique demande une toute autre approche. Parce qu'il y a une question, deux choses qui diffèrent que l'on confond, et même dans d'autres débats, c'est est-ce que le peuple est avec moi, qu'on parle de légitimité populaire, mais est-ce que j'ai la légitimité politique nécessaire pour porter cette voix? Et je pense que notre ami Sonko n'a pas pris le temps nécessaire pour construire sa légitimité politique. Aller de conférence de presse à conférence de presse ou de conférence... le discours ne suffit pas. Est-ce que vous avez l'impression que le peuple ne va plus se mobiliser pour demander peut-être sa libération ou mourir pour lui? En tout cas, des dispositions sont prises par le gouvernement sénégalais pour empêcher que ça se passe de la sorte. Les réseaux sociaux qui étaient un instrument fort de son avant Twitter, Facebook, ont perdu leur poids parce qu'on arrive réellement à réduire l'utilisation de la connexion sur données mobiles. Disons, le TikTok qui était devenu un atout de mobilisation pour ses partisans ont suspendu carrément TikTok, mais aussi des discussions qui se font avec les autres partis politiques et autres. Parce que je suis sûr que si on dit à un Khalifa Sall que non, il ne faut pas aller aux élections parce que Sonko est en prison, il ira aux élections. Donc, qui d'autre refusera d'aller aux élections? Sonko, il est voilà, ok. Perdant dans ce jeu-là. Etienne Fakaba Soko. On ne peut pas, est-ce que vous l'avez connu, Sonko, ne peut pas s'offusquer qu'au Niger, qu'on s'attaque aux institutions et applaudir ce qui arrive à Sonko. Ce n'est pas logique. Aujourd'hui, ce qui lui arrive est antidémocratique. Il faut avoir le courage de le dire. Suspendre un parti ou même dissoudre un parti comme celui de Sonko, je pense que c'est une atteinte à la démocratie. On va dire qu'il fait ses actions troublaient l'ordre public, il était violent de par, ses partisans du moins étaient violents de par leur truc, mais tout observateur sait qu'aujourd'hui, la cabale contre lui, c'est simplement pour l'empêcher de se présenter aux élections, aux prochaines élections. Il a empêché Macky Sall de briguer un troisième mandat. Il l'a contraint à renoncer en réalité. Et Macky Sall a cela à travers la gorge. Donc il fallait, si ce n'est pas lui pour son troisième mandat, ça ne sera pas Sonko pour être président. Or, on sait aujourd'hui que si Sonko va avec un autre homme politique du Sénégal aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'il remporte les élections. L'avenir de Sonko, on peut dire que Sonko, après cette épreuve, peut revenir ou même... Moi, je suis convaincu que il suffirait que la situation change. Mandela a fait 27 ans de prison, il est revenu président de la République. Donc, je ne souhaite pas qu'il fasse autant de temps en prison, mais comme pour dire qu'il y a toujours cette force qu'il a, cet espoir qu'il incarne, en tout cas auprès de certains, surtout jeunes, qui souscrivent à son discours et qui peuvent continuer de le soutenir jusqu'à... Et je pense que dans ces conditions-là, même organiser des élections dans ces conditions, ça sera extrêmement compliqué de mon point de vue. Ok. Fadou Escobar, l'élection sans Sonko est-elle envisageable au Sénégal? Une élection sans Sonko va beaucoup jouer sur le Sénégal. Parce que le Sénégal est un exemple de démocratie, comme il faut dire. Et si vous prenez le parti de Sonko, l'ex-parti, oui. PASTEF, c'est le parti africain des travail pour l'éthique et la fraternité. Quand même, ça a une grande signification. Ce que Sonko peut faire, Sonko peut supporter, encaisser. Mais son heure va venir. Vous savez, Maître Abdoulaye Wade a passé 27 ans dans l'opposition avant de pouvoir devenir président. Et Abdou Diouf l'a enfermé plusieurs fois, il est devenu ministre
d'État plusieurs fois. Ce n'était pas lui, il y avait les Djibo Leïdika, les Ahmad Dansokho, les Landing Savané, etc. Donc, on tous combattu Diouf, mais par finir, ils ont pu avoir leur mot à dire. Oui. Donc, au-delà de Sonko, il y avait Khalifa Sall quand même. Khalifa Sall, il a eu énormément, Idrissa Seck également a eu énormément de problèmes. Donc, c'est pour dire que Ousmane Sonko peut ressusciter. En politique, il ne faut pas jamais dire que quelqu'un est mort. Macky Sall, c'est le contexte dans lequel il est venu. Il a fallu une coalition Beno Bokayakar pour que Macky Sall puisse venir. Okay. Il y a eu une coalition contre Abdoulaye Wade. Donc, il ne faut pas que Macky Sall oublie cela. Mais dire que Ousmane Sonko souffle sa dernière bougie, ça m'étonnerait. Et je sais que Sonko va ressusciter parce que Sonko, il est aimé et apprécié des Sénégalais. Et au-delà des Sénégalais, il est apprécié par les Africains. Il faut préciser, peut-être sur le plan politique, par exemple. Oui, il va résister sur le plan, c'est ce que je veux dire. Oui, Mohamed Chérif Aïdara. Alors, moi, j'apprécie beaucoup le Sénégal. Si vous me demandez dans quel pays je voudrais aller vivre en Afrique, je vous dirais le Sénégal. Et j'ai eu à rendre visite à Abdoulaye Wade quand il était en prison, avec Idrissa Seck. Et à sa sortie, il a été ministre d'État d'Abdou Diouf. Le jour où Isaac Rabin a été assassiné, j'ai signé la lettre de condoléances avec Abdoulaye Wade à l'ambassade d'Israël. J'ai eu l'honneur et le privilège de négocier la reprise des relations diplomatiques entre Israël et le Sénégal. Donc Wade a fait plusieurs fois la prison. Il est sorti, il est devenu président. Donc son cas aujourd'hui, c'est un jeune. Et ce qu'il a acquis, personne ne va l'enlever. Le fait que le Parlement a voté pour dissoudre ce parti, c'est là où je pointe le doigt à mon ami Etienne. Où est ton CEDEAO? C'est un problème politique interne. Mais le protocole, non, cher ami, non. C'est ce problème politique interne qui amène le coup d'État dans le pays. Où est ton CEDEAO? On ne peut pas se lever un jour et annuler un parti comme le parti de Sonko et que le CEDEAO ne le dit rien. Il y a eu des milliers de morts et parce que Macky n'a jamais voulu directement dire à l'époque que je ne veux pas aller au troisième mandat. Où était ton CEDEAO? Donc aujourd'hui, Sonko a été non seulement arrêté et amené en prison, mais cela ne suffit pas. En même temps, on amnistie d'autres qu'on a amenés en prison pour des raisons politiques, pour le dire qu'eux, ils peuvent se présenter. Où est ton CEDEAO? Et quand les militaires vont se lever et faire un coup d'État au Sénégal, on va dire non, c'est un pays démocratiquement élu, on fait l'installer. Mais ils n'ont qu'à se lever et faire quelque chose maintenant pour Sonko. Si on ne fait pas faire quelque chose pour Sonko parce qu'il a commis un crime, entre parenthèses, mais son parti, qu'est-ce que son parti a fait? Vous savez, votre CEDEAO là, il faut que ça devienne un CEDEAO de peuple, pas un CEDEAO de chef d'État. Il faut que le protocole additionnel soit appliqué sur toute sa plénitude. Sonko, tiens bon. La prison, c'est normal pour un chef de parti politique. D'autres en ont fait 27 ans. Tu feras quelques temps, tu seras amnistié et un jour, tu seras président. Si vous permettez, très rapidement. C'est quand même un contraste ce qu'il dit. Parce que tout à l'heure, il était en train de trouver des combines pour laisser Tiani dans le jeu. Oui, le protocole additionnel, qu'est-ce qu'il dit en la matière par rapport au coup d'État? Mais pourtant, malgré tout... Je le connais par cœur. Ensuite, deuxième chose. L'intervention de la CEDEAO d'un pays démocratiquement élu. Non, deuxième chose, mon cher. Moi, j'ai pas eu de tête-à-tête avec les chefs d'État de la CEDEAO. Contrairement à lui, qui a tout le temps des tête-à-tête avec les chefs d'État, qui fait des dîners, des machins avec eux. Donc, il est plus proche de la CEDEAO que moi. Pour passer son message. Voilà. Etienne, donc, tu nous enseignes la politique à l'université. Arrête, Etienne. Ne suis pas ensuite, je n'ai pas signé. Je n'ai pas signé. Tu as juré d'enseigner. Je dis simplement que il y a effectivement eu abus. J'ai commencé mes propos par cela pour dire que ce qui arrive aujourd'hui à Sonko est antidémocratique. C'est ça aussi la cohérence. C'est de dire que le coup d'État au Niger ne peut pas passer et de dire que ce qui se passe avec Sonko également est antidémocratique. On peut avoir un coup d'État au Sénégal. Ensuite, à cause de Sonko? Non, justement, voilà. Ça ne vaut pas le coup
d'aller au coup d'État. C'est pas parce qu'il y a des fois où vous dites que c'est des affaires intérieures du Sénégal. Ça concerne la CEDEAO. Préciser que pourquoi le PASTEF a été suspendu. Pourquoi le PASTEF a été suspendu? Quand vous lisez le communiqué, justement, ils disent que c'est compte tenu des messages de manifestation qui troublent à l'ordre public. Je dis encore une fois que c'est des arguments qui ne tiennent pas, mais qui politiquement, c'est des arguments qui valent. C'est le professeur qui parle. Je vais peut-être. Non, même pas. On va peut-être. Non, vous avez 15 minutes. 15 secondes. On va duler un peu. Moi, je reviens tout juste du Sénégal. Le caractère des. pas rencontré Macky Sall. Ça, c'est une question. Je pense que. Vraiment, vous êtes aussi ami des chefs d'État. La dernière fois, vous devez rencontrer. Je suis ami de personne. Gardez vos débats. Mais je pense que. Vraiment, Etienne et moi et puis Badou, nous sommes les seuls à ne pas être amis. Vous savez, on va vous amener la prochaine. Toute insurrection a ses conséquences. Ce que Sonko a entamé, c'est une insurrection. Il s'est insurgé contre le président de la République. Il faut l'admettre aussi. Il faut dire que c'est de la politique. Et quand on joue à ce niveau de sensibilité, il faut faire attention. Pas qu'il y a des conséquences à assumer. Il faut être sincère avec lui aussi et lui faire comprendre que quand il joue à ce niveau, il ne peut pas se permettre certaines erreurs. Que ce qui se passe était prévisible et tout le monde l'a vu venir. Il aurait dû être beaucoup plus tactique sur certaines questions. Du moment où, une fois que Macky avait pris la position de dire que je ne serai plus candidat, Sonko devait automatiquement changer de position sur l'échiquier. Et je pense que c'est des conseils qui ont été donnés, c'est des plans qui lui ont été fournis, mais à un moment donné, les gens deviennent... Quand ils sont aimés d'une certaine façon, ils ont un certain ego qui s'installe. Maintenant, politiquement parlant, dans le jeu politique, il y a quelque chose de correct. Mais dans le jeu juridique, effectivement, il y a des désaccords. Il nous reste 2 minutes pour conclure l'émission. Nous sommes à la fin de l'émission. Compléter ce que Cheikh Oumar dit, c'est que contrairement à Sonko, le président a joué dans le bon timing. Il a profité d'un contexte international qui lui était favorable et qui le mettait à l'abri d'une insurrection, et il l'a arrêté. Sinon, ça fait presque 2-3 semaines qu'il était sous le coup d'arrestation, mais on n'avait pas pu le mettre la main dessus. Une chose est sûre, Sonko a à dos aussi les forces de l'ordre et de défense sénégalais. Il a beaucoup parlé de... On est à la fin de l'émission, allez-y. En quelques secondes, l'expérience a démontré que quand les opposants aussi viennent au pouvoir, c'est tout contre Macky Sall, on l'a vu. Comment il a fatigué Karim Wade, il a fatigué notre confrère Papa Alé Niang. Jusqu'à présent, Papa Alé Niang est sous contrôle judiciaire. Et quant à Abdoulaye Wade, lui aussi, il n'est pas propre, il n'est pas très très blanc parce qu'il a envoyé des gros bras tabasser l'opposant Talla Sylla. Il a beaucoup fatigué notre confrère Abdou Latif Coulibaly. Et je ne sais pas, pour un document où Abdou Latif l'a traité de je ne sais quoi. Donc c'est pour dire que nous souhaitons bonne chance à Sonko, mais généralement, quand les opposants viennent aussi, souvent c'est des fautes dominées. Ok, d'accord. Donc Aïdara, ce que je vais dire à Sonko, on est à la fin de l'émission. À la fin, ce que je vais dire à Sonko, on ne dépasse pas ce que Allah t'a prescrit. Si tu choisis de faire la politique, la prison c'est ta deuxième maison. Il s'est fait un nom et il a empêché Macky de faire son troisième mandat. C'est une victoire. Et de prendre son patience, d'aller et attendre son tour viendra. Maintenant, ce que je veux dire à la CEDEAO, d'être un CEDEAO proactif. Vous ne pouvez pas laisser un chef d'État bastonner, emprisonner, faire tuer, faire arrêter, faire exiler, alors que le protocole additionnel vous permet d'agir, vous ne dites rien, et quand il y a des militaires qui se lèvent pour dire trop, c'est trop, on arrête, on fait un coup d'État, vous vous levez pour nous sanctionner. Prenez votre responsabilité avant que ça arrive. Sonko se méfie aussi des masseuses. Sonko se méfie des masseuses. Ok, bon, dans l'histoire de Sonko, on ne va pas commenter, on sait que autant il y a eu le massé, et puis ok, bon, on va finir avec cette note d'Ivoura Badou Escobar. Merci. Vous êtes directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Etienne Fakaba Sissoko, merci. Même si Aïdara pense qu'aujourd'hui. Le docteur Etienne Fakaba. Tu tires en poulet. Le journaliste aussi, parce qu'on a fait ma ensemble. C'est mon promotion. Le journaliste de plateau.
Etienne Fagaba Sissoko, voilà, donc, qui est carrément aujourd'hui à plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Il est journaliste communicateur parce qu'on a eu communication, voilà, donc économiste, bien Naguiri. Donc il a plusieurs casquettes aujourd'hui. Il a eu un autre diplôme aussi dont on va parler très prochainement. Donc merci, c'est une fierté. Mohamed Chérif Aïdara, désormais, vous partagez les mêmes idées que Etienne Fagaba, surtout sur la CEDEAO. Merci. À part la CEDEAO, le protocole additionnel. D'autres, Cheikh Omar Doumbia, merci, politologue maison, merci d'être là. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous avions fait 1h27. Donc voilà. Donc le temps a été largement consacré au Niger et c'était fait à dessein pour que chacun des invités puisse donner sa part de vérité, sa part de décryptage. Donc nous espérons que vous avez été bien servis et on se retrouve dimanche prochain, même heure, à 21h, en direct pour parler d'autres sujets. Merci à la réalisation, Augustin Echoubi, Lamine Koulibaly. Merci aussi à Youssouf Sangaré, Morlaye Touré. C'est Guéri de l'ombre qui nous permettent d'être en direct. Rendez-vous est pris le dimanche prochain à la même heure pour votre émission, le Rendez-vous des idées. Merci.